Donc, nous commençons. Alors, reste donc un dernier point, c'est le point sur la protection internationale des droits de l'homme. Protection très importante pour les libertés fondamentales. Donc, la reconnaissance internationale suppose donc l'existence d'une protection internationale très importante parce qu'elle reste quand même une porte ouverte aux individus dont les droits ont été violés, donc pour qu'ils puissent valoir leurs droits si jamais ils n'ont pas pu être satisfaits sur le plan interne. Les voies de recours internationales sont toujours importantes. Les voies de recours ouvertes aux individus changent d'un pays à un autre. Les voies de recours, donc, il y a les voies universelles qui sont ouvertes donc à tous les États, mais il y a aussi les voies régionales. Donc, par exemple, un citoyen français, il a la possibilité d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il a le choix entre les voies universelles. Le Marocain, il a beaucoup plus la possibilité d'aller vers l'universel. Donc, tout dépend de l'adhésion de son État. Donc, quelles sont les voies de recours internationaux? Il faut penser au niveau régional comme au niveau universel. Alors, généralement, cette protection, elle répond à deux grands principes. Le premier principe, c'est l'épuisement des voies de recours internes. Un individu ne peut pas mettre en accusation son État s'il n'a pas épuisé les voies de recours internes. Donc, il doit épuiser toutes les voies de recours internes. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de cumul entre de plusieurs instances internationales. Donc, il doit choisir à quel niveau il va défendre ses droits. Donc, pas de cumul. Alors, la protection internationale de nos jours, comme je l'ai dit, elle est très importante et elle est surtout complexe. Plan international, donc je ne vois pas ici le côté régional parce que les protections régionales, nous les avons vues avec les documents régionaux, c'est-à-dire avec la Convention, la Cour européenne, nous l'avons vu avec la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour africaine avec la Charte africaine. Donc, ça, ce sont les trois cours qui existent maintenant régionales. Nous avons la Cour européenne, la Cour interaméricaine, la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, ça, donc, le niveau régional, nous ne voyons pas. Nous allons donc nous arrêter seulement sur le plan universel. Alors, ce qui caractérise la protection sur le plan universel, c'est qu'elle est très complexe. Très complexe, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'organes, parce que la protection des droits de l'homme aujourd'hui, ou la dimension des droits de l'homme est très importante. Et elle peut même jouer un rôle dans le domaine de la paix. Ce qui fait aujourd'hui, elle peut être un moyen d'ébranler la paix ou de porter atteinte à la paix dans une région donnée. Ce qui fait qu'il y a plusieurs organismes qui s'intéressent à cette question. Nous avons l'Assemblée générale de l'ONU, donc nous avons le Conseil de sécurité, puisque les questions des droits de l'homme peuvent porter atteinte à la paix, donc ils s'intéressent à cette question lorsqu'elle porte atteinte à la paix. Nous avons tous les comités qui sont créés, donc le rôle de l'ECOSOC auprès de l'ECOSOC, donc le rôle de l'ECOSOC. Nous avons le rôle d'autres organisations internationales, par exemple l'UNESCO, par exemple l'OIT pour les droits des travailleurs. Nous avons aujourd'hui un mouvement de pénalisation à l'échelle internationale avec une possibilité, donc par exemple l'existence d'une cour pénale internationale, avec une possibilité pour le Conseil de sécurité de saisir cette cour, ce qui fait ça donne une très grande complexité. Le niveau, la protection des droits de l'homme sur le plan universel, elle est très complexe. Donc, multiplication des procédures, multiplication des organes, tout ça fait qu'elle est très complexe. Nous distinguons généralement alors les niveaux de cette protection. Nous avons d'abord un niveau non conventionnel, puis nous avons la protection conventionnelle. Ça pour les protections, je dirais, au niveau des organisations internationales. Alors, puis nous avons le rôle des ONG. Donc, les procédures non conventionnelles, nous avons deux procédures. La procédure prévue ou la protection prévue ou les procédures prévues par le Conseil des droits de l'homme de Genève, qui a été créé en 2006 en remplacement de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Le Conseil avait pour rôle d'affermir les acquis de la Commission, mais surtout de lutter contre les défaillances de cette Commission. Donc c'est un conseil qui vient d'être créé
Il a pour rôle de contrôler, l'action des États en matière de droits de l'homme, mais surtout de créer donc un dialogue entre les ONG et le gouvernement en matière de droits de l'homme. Le Conseil, il est composé de 47 États. Il est selon une répartition géographique, comme pour tous les organes des organisations internationales. Il y a une répartition géographique et annuellement, il publie un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Alors, le Conseil, il est connu, enfin, l'un des grands, il y a deux acquis pour le Conseil. Le premier acquis, l'un des grands acquis du Conseil, c'est l'examen périodique universel, qui est un grand oral dans lequel on pose des questions aux États sur leur politique ou sur leur action en matière de droits de l'homme. Le grand acquis de cet examen périodique, c'est que n'importe quel État peut être dans le banc, je dirais, des accusés, peut être questionné, interrogé sur une action donnée. N'importe quel État. Cette hiérarchisation traditionnelle, je dirais, qui existait, classique, qui existait en matière de droits de l'homme au niveau international, entre les États protecteurs, gardiens des tombes, et les autres États, dont le Conseil n'existe pas. N'importe quel État peut être mis dans le banc d'accusés, peut être donc questionné par les ONG, par d'autres gouvernements sur sa politique. Donc dernièrement, la France, sur son action en matière de droits de l'homme. Par exemple, la France, dernièrement, elle a été questionnée interrogée sur sa gestion, donc sur les répressions qui ont eu lieu, la gestion des mouvements des Gilets jaunes. Donc ça, c'est un grand acquis. L'autre grand acquis, c'est l'intervention des ONG en matière de droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une représentation des ONG internationales, nationales aussi, et donc les ONG peuvent poser des questions aux États, même s'ils n'ont pas sur leur action, même si ces États n'ont pas adhéré à des conventions, à des instruments internationaux. On peut leur poser des questions sur leur action dans un domaine donné. Donc il y a des grands acquis. À côté de cela, il y a eu donc le Conseil, parmi les procédures non conventionnelles, nous avons le Conseil des droits de l'homme de Genève, nous avons le Haut-Commissaire pour les droits de l'homme, créé en 1993, auprès du secrétaire général de l'ONU. Alors, c'est le représentant, le commissaire des droits de l'homme, c'est le représentant officiel du secrétaire général en matière des droits de l'homme. Alors, à côté de ces mécanismes non conventionnels, nous avons un certain nombre de mécanismes conventionnels. Alors, les organes conventionnels, donc conventionnels, ça veut dire qu'ils sont prévus par des conventions. Généralement, c'est ce qui fait la différence, comme je l'ai dit, entre les textes déclaratoires et les textes conventionnels. Les textes conventionnels sont toujours assortis du mécanisme de protection. Alors, généralement, ce sont des comités. Donc, nous avons, par exemple, le pacte international des droits civils et politiques. Il y a un comité du pacte. Nous avons le pacte pour les droits économiques. Dernièrement a été créé, c'est une chose récente, je crois que c'est dans les années 80 qu'a été créé, dans les années 85, qu'a été créé le comité des droits pour les droits économiques et pour les droits économiques. Nous avons donc la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination. Nous avons un comité pour la convention sur la torture et ainsi de suite. Donc chaque convention, elle est assortie d'un comité un mécanisme de protection qui sont sous forme de protection, qui sont sous forme de comité. Alors, le comité, l'action, généralement, ce sont des comités, ils sont composés d'experts indépendants. Ce ne sont pas des représentants du gouvernement, mais ce sont des experts indépendants. L'action auprès des comités peut se faire de deux manières, soit sous forme de plainte, soit sous forme de rapport. Alors, les plaintes, généralement, les plaintes, ils peuvent être ouvertes aux États, comme ils peuvent être ouvertes aux individus. Un particulier donc peut saisir le comité, par exemple, des droits relatifs aux droits civils et politiques, mais pour cela, il y a une condition.
c'est qu'il faut que son État ait dans un protocole facultatif signé et ratifié cette possibilité pour le particulier de saisir. Lorsqu'on dit les particuliers, il faut comprendre aussi les ONG, donc peuvent saisir le Comité des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Alors généralement, la plainte, l'individu donc adresse une plainte au comité. Donc si le comité, alors deux conditions, la confidentialité et l'épuisement, la confidentialité et l'épuisement des voies de recours internes. Avec aussi le principe contradictoire, il est aussi respecté. Si la communication, c'est comme ça qu'on l'appelle, on ne l'appelle pas plainte, mais on l'appelle communication. Si la communication est jugée recevable, alors l'individu est prévu ainsi que son État. L'État en est informé ainsi que l'individu. Donc, donc, il fait une constatation de cette violation, le comité fait une constatation de cette violation, il en informe l'État ainsi que le particulier, et cette constatation, elle est considérée comme étant définitive. Définitive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'individu n'a plus la possibilité de faire un autre recours devant un autre organisme international. Le principe de non-cumul est important en matière de protection internationale. L'individu, dès le départ, doit choisir à quel niveau, vers qui s'adresser. Il n'a pas le droit donc d'aller vers d'une organisation à une autre. Il choisit dès le départ l'organisme auprès duquel il préfère donc défendre ses droits. Alors le comité, donc, il fait une constatation, lorsqu'il juge que sur le plan processuel, la communication est acceptée, il va donc l'examiner au fond, il va faire des constatations donc à l'État et aux particuliers, et cette constatation, elle est considérée comme étant définitive. Puis il va donc proposer des mesures, donc pour que l'État, il va indiquer les mesures à prendre pour cesser la violation des droits de l'homme et un certain délai. Pas seulement les mesures, mais un délai d'exécution aussi, pour permettre donc de lever cette violation des droits dont souffre l'individu concerné. Ça donc pour les comités. Donc ça c'est le contrôle sur plainte. Il est ouvert le contrôle il est ouvert aux particuliers, mais pour cela il y a une condition, c'est qu'il faut que son État ait accepté cette possibilité-là. Donc par exemple pour le Maroc, le Maroc a signé et ratifié le protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques qui permet donc aux citoyens marocains, aux ONG marocaines, donc de porter plainte devant le comité des droits civils de l'ECOSOC. Donc, alors ça, nous avons lié au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous avons les communications étatiques. Alors, les communications étatiques, ça veut dire qu'un autre État peut donc faire signaler au comité une violation des droits qu'il y a eu dans un autre État. La communication, dans ce cas, ne provient pas des individus, mais elle provient d'un autre État. Donc, deux sortes de communication des particuliers, la communication des États. Toujours la confidentialité comme principe, l'épuisement pour les particuliers, l'épuisement des voies de recours internes et le principe contradictoire. Donc, examen d'abord de procédure, puis examen de fond. Une fois que sur le plan processuel, on juge que la plainte est recevable, on l'examine au fond. Donc, des recommandations, des constatations sur la violation, puis de recommandations à l'état de mesure à prendre. Et dans un délai, on précise le délai, le temps est important. Donc, précise dans un délai, il invite l'État à cesser la violation dans un certain délai. Nous avons le deuxième contrôle, c'est le contrôle sur rapport. Alors, le rapport, le contrôle sur rapport, nous avons deux genres de rapports, soit des rapports qui sont élaborés par des organes administratifs, des organes d'experts, ce sont des organes administratifs, soit par des organes politiques, donc généralement ce sont des organes intergouvernementaux, donc des organes politiques. Donc le contrôle sur rapport, donc il est fait peut être fait
de deux manières, soit par des organes indépendants, d'experts, c'est un contrôle administratif, soit par des organes politiques. Alors dans ce contrôle, généralement aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le délai. Ça peut être soit un rapport annuel, soit biannuel, soit dans certaines conventions jusqu'à 5 ans. Par exemple, la Convention sur les droits de l'enfant, c'est tous les 5 ans que les États soumettent un rapport sur l'application de la Convention. Le rapport, c'est un rapport qui émane des États sur l'application donc l'application de la Convention sur le plan interne. Le rapport, donc comme vous le constatez, c'est un peu très minime comme contrôle, mais il a un autre inconvénient, c'est normal parce que la question des droits de l'homme touche à la souveraineté des États, donc les États choisissent un peu, si je peux dire, on a une protection un peu molle pour permettre l'adhésion des États. Alors, la Convention sur rapport a un inconvénient majeur, c'est qu'elle ne permet que d'un contrôle global. Global, c'est-à-dire sur la situation des droits de l'homme, sur l'homogénéisation, est-ce qu'il y a homogénéisation ou pas, est-ce qu'il y a reprise sur le droit interne, est-ce qu'il y a un retard sur le droit interne. À remarquer, donc on peut toujours faire de remarques à l'État, par exemple sur le plan de l'homogénéisation, mais à remarquer que toutes les conventions internationales, lorsque les États s'engagent, il n'y a pas une précision de délai. Donc si je prends par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États s'engagent à faire respecter un certain nombre de droits, à faire reconnaître un certain nombre de droits donc à leurs citoyens, ce qui veut dire qu'ils vont homogénéiser leurs droits internes, mais il n'y a aucune contrainte quand ça va se passer. Donc généralement c'est au moment de ces rapports-là que la question sur la lenteur peut être, que la remarque sur la lenteur peut être adressée aux États. Donc, généralement, donc je ne dirais pas que c'est une protection qui n'est pas importante, mais elle reste quand même, elle connaît beaucoup d'obstacles. Obstacles qui sont dus à la souveraineté des États. Les États sont jaloux pour leur souveraineté, pour leur réputation aussi. La question des droits de l'homme joue un rôle très important dans l'image des États sur la scène internationale, et les États présentent une certaine jalousie à l'égard de leur image, ce qui fait qu'ils sont très susceptibles concernant ces mécanismes. Donc il y a beaucoup d'obstacles pour l'évolution de ces mécanismes, la souveraineté des États, la lenteur des procédures, tout ça fait que c'est une protection qui reste toujours en fin de compte à améliorer, qui appelle toujours à être améliorée. Mais elle n'est pas non nécessaire, elle est nécessaire. Alors, donc, puis nous avons donc à côté de cette protection conventionnelle. Protection conventionnelle, c'est-à-dire la protection qui est prévue par les conventions. Ce sont des mécanismes de protection. Donc nous avons donc les comités qui sont prévus par chaque convention a un mécanisme de protection, donc qui est assorti d'un mécanisme de protection. À côté de cela, nous avons l'évolution d'un mouvement, si je dirais, de pénalisation sur le plan international, un mouvement qui est donc de création de cours pénales internationales qui a commencé déjà avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la création de deux tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, et qui aujourd'hui connaît une certaine renaissance avec la création de la Cour pénale internationale de Rome, et avec la création de certaines, à différencier de les cours pénaux, des cours pénales donc spéciales, par exemple pour le Rwanda, pour la Yougoslavie. Donc nous avons un mouvement de pénal international. Alors, la Cour pénale internationale, nous avons vu qu'elle peut être saisie par le Conseil de sécurité, ce qui veut dire que ça c'est aussi un obstacle contre la protection qui ne permet pas l'évolution de la protection au niveau international, c'est la politisation pas seulement de la protection, mais de tout le débat sur le droit de l'homme. Il y a une politisation de ce débat-là, donc il y a une politisation de la protection, et ça aussi c'est un obstacle. À côté de la souveraineté, à côté de la lenteur de la procédure, il y a la politisation de la protection qui est un obstacle aussi à cette protection internationale. Donc nous avons dit que le Conseil de sécurité peut donc saisir la Cour, qui peut déclencher sa procédure contre un pays ou une personne
qui est ressortissant d'un État qui n'a pas signé le traité de Rome. Donc c'est par exemple la procédure qui a été lancée contre le président soudanais El-Bachir, alors que le Soudan n'était pas un État parti au statut de Rome. Alors, nous avons donc à côté de ça, donc nous avons les tribunaux pénaux internationaux, mais il faut dire qu'il y a aussi des tribunaux à composition internationale. Par exemple, le tribunal pour le Hariri, ce n'était pas un tribunal international libanais. Pour l'affaire du Hariri, ce n'était pas un tribunal international, mais c'était un tribunal national avec une composition internationale. Donc ça, pour le mouvement pénal international, lui aussi, il joue un rôle dans la protection des droits de l'homme. Nous avons le dernier point dans cette protection qui est très important, c'est celui du rôle des ONG des droits de l'homme. Alors, les ONG des droits de l'homme, donc lorsqu'on parle des ONG, il faut faire la distinction entre les ONG nationales et les ONG internationales, même si quelquefois les ONG nationales peuvent faire l'objet de fédérations internationales. Donc, il y a la distinction est peut-être un peu à revoir. Donc, mais nous avons le rôle des ONG. Alors, ces ONG, il y a plusieurs catégories. Nous avons d'abord des ONG qui cherchent à promouvoir une action générale en matière de droits de l'homme, par exemple Human Rights Watch, par exemple Amnesty International. Puis nous avons les ONG qui agissent dans un domaine particulier, par exemple les droits de l'enfant, le droit de l'enfant, les droits des immigrés, les droits des travailleurs, les droits des femmes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première distinction entre les ONG qui cherchent, qui ont une vision un peu globale, promouvoir les droits de l'homme, qui travaillent pour créer un mouvement universel de respect des droits de l'homme, pour que le droit de l'homme ait une reconnaissance universelle, qu'il soit donc reconnu dans tous les pays, qu'il y ait une promotion des droits de l'homme à l'échelle universelle, qui travaillent pour cet idéal universel qui est de droits de l'homme. Puis nous avons alors généralement ce sont des ONG qui agissent auprès du gouvernement, qui agissent par rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans des pays, qui veulent exercer des pressions sur les gouvernements pour changer de politique, qui agissent par exemple auprès des organisations internationales, par exemple pour la création de la Cour pénale internationale. Le rôle des ONG a été très important, donc ça c'est leur rôle, c'est promouvoir la culture et une certaine action en matière de droits de l'homme. Puis nous avons les ONG pour certaines catégories, pour les femmes, pour les enfants, pour les travailleurs, pour les immigrés, et ainsi de suite. Alors généralement ce sont des ONG de terrain. Ils agissent sur le terrain en faveur de droits ou des individus qu'ils cherchent donc à promouvoir, dont ils cherchent à promouvoir les droits. Donc alors généralement donc les premières ONG, ils agissent sur le droit international, ils agissent sur les institutions internationales, ils agissent sur les lois nationales, ils agissent beaucoup plus sur le droit, alors que les deuxièmes, ils agissent beaucoup plus sur le terrain. Donc, alors, les moyens de ces ONG, nous avons les moyens, donc ils agissent d'abord faire changer le droit, ça c'est leur moyen. Le moyen, c'est donc par les rapports, la publication. Ils ont toujours l'Amnesty International, Human Rights Watch. Ils ont des rapports périodiques, enfin annuels généralement, sur la situation des droits de l'homme dans chaque pays. Donc, un pays ne voudrait pas être cité comme étant un pays qui viole donc, par ces rapports-là. Donc, ils ont les rapports. Puis, nous avons la reproduction des actes, c'est-à-dire les faits, le fact-finding, c'est-à-dire dire ce qui s'est passé, parler des violations qui ont eu lieu, ou le shaming. Donc, promouvoir le shaming, ça veut dire donc rapporter les violations qui ont eu lieu dans les États. Donc, les ONG de droits de l'homme, elles aussi, elles jouent un rôle important dans cette protection. Voilà donc, alors, la protection internationale des droits de l'homme. Alors, reste avec cette protection, nous finissons donc le chapitre 2.
relative donc à la théorie générale des droits de l'homme.